Salut, c'est Robinson, on se retrouve pour le troisième carnet d'Inoft et je te rappelle, les carnets d'Inoft ça sort toutes les semaines et tu me suis dans le développement de ma société de solutions informatiques et d'intelligence artificielle. Comme je te l'avais dit la semaine dernière, cette semaine et plus précisément mardi, je me rends à Montreuil au bureau et aux locaux de la CCS, qui est le comité d'entreprise d'EDF, pour que je leur présente une application mobile que j'ai développée qui est dirigée au centre de vacances. Mais avant tout, on va parler d'un projet d'Inoft qui utilise beaucoup plus d'intelligence artificielle que l'application que j'ai développée, qui sont des sites qui évoluent par eux-mêmes. C'est pas un petit sujet, donc pour se préparer à en parler, on va aller se faire une petite balade en banlieue parisienne. Pour comprendre comment l'idée de sites qui évoluent par eux-mêmes ont vu le jour, il faut d'abord que tu comprennes mon parcours professionnel. Peut-être que tu ne le sais pas, mais moi je viens de la finance, donc avant de commencer à créer des solutions informatiques et d'intelligence artificielle dans divers domaines, j'avais créé des solutions pour les marchés financiers, donc des stratégies de marché financier pour réduire des risques, pour de la spéculation, donc différents types d'objectifs. Et il y a quelques mois, j'ai décidé d'utiliser les compétences en informatique et en intelligence artificielle que j'ai développées à travers la finance dans d'autres domaines. J'ai toujours un état d'esprit profondément ancré dans la finance. Donc ça veut dire que mon état d'esprit, ça va être un état d'esprit de régler les non-efficiences. Et les non-efficiences, c'est quand quelque chose pourrait être fait bien mieux, mais qu'il n'est pas encore mieux fait. Parce qu'en fait, dans les marchés financiers, tu gagnes des sous ou tu peux réduire tes risques efficacement quand il y a quelque chose qui a une valeur non juste, donc inefficient d'une certaine façon, et que toi, tu peux aller prendre une position pour aider le prix à se rapprocher d'un prix plus juste, entre guillemets. Je résume extrêmement simplement parce qu'après, on pourrait parler de ça pendant des heures. Et j'ai un ami qui s'appelle Valentin, que je connais depuis près d'une décennie et qui est un expert en infrastructure web, qui avait comme projet de lancer un hébergeur de site web. Et dû à cet état d'esprit, quand il m'a partagé son projet, qui était assez classique, je lui ai tout simplement dit qu'il ne fallait pas faire une nouvelle proposition de site web, mais qu'il fallait retransformer et disrupter les sites web. Après beaucoup de réflexions et en particulier au fait d'avoir pensé à quelqu'un qui s'appelle Jean Rivière, qui est un expert en marketing web, lui il fait beaucoup de pages de vente et un jour il avait partagé quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que sur une page de vente, il avait juste changé la couleur de fond de la page de vente et il avait doublé ses ventes. Et donc ça m'a fait penser, en fait aujourd'hui quand on fait un site web, on le fait plutôt pas mal, on utilise des templates, on demande à un designer, à un développeur web de faire un site et c'est plutôt pas mal. Mais comment on sait, comment on peut être sûr qu'on n'est pas en train de rater potentiellement le fait que si on changeait telle couleur, ou que si les pages du site étaient arrangées de manière totalement différente, ou si l'organisation du site était totalement différente, potentiellement, pour avoir des résultats similaires à Jean Rivière qui double ses ventes, peu importe nos objectifs, peu importe si nos objectifs c'est des ventes, si c'est d'encourager les gens à laisser leur mail, d'encourager les gens à consommer le plus de contenu qu'il y a sur le site, d'encourager les gens à nous contacter, juste d'encourager les gens à aller sur une page spécifique pour qu'ils aient une information précise. On pourrait avoir plein d'objectifs. Et donc l'idée de sites qui évoluent par eux-mêmes pour qu'en permanence ils s'améliorent est apparue. En gros, tu as ton site classique, tu le transformes en site évolutif en quelques secondes et ensuite le système qui sait qu'est-ce qui fait un bon site va tester en permanence des choses sur ton site mais toujours qui font sens petit à petit, voir les réactions de tes visiteurs et en fonction des réactions de tes visiteurs, ton site va changer petit à petit pour que ton site soit entièrement fait pour tes visiteurs. Alors que quand tu fais appel à un designer de site ou un développeur de site, bah lui, il te fait un site qui a l'air bien pour lui et si tu lui donnes ton avis, c'est un site qui a l'air bien pour lui et pour toi. Mais au final, l'important, c'est les visiteurs. Et c'est là que les sites évolutifs viennent en jeu. Ça fait beaucoup, donc je te propose qu'on se fasse une petite pause et ensuite qu'on se finisse quelques préparatifs pour que j'aille présenter l'application pour les centres de vacances au comité d'entreprise d'EDF.
On est lundi, donc je dois aller présenter l'application demain. Et ce que j'aimerais régler, c'est le temps de chargement qui, comme tu le vois, quand tu lances l'application est très long. Et également que quand tu lances l'application, des fois les animations dans les recommandations ne sont pas directement chargées, donc il faut les rafraîchir pour les afficher. Sinon, pour le reste, j'ai réglé la plupart des soucis dans les précédents jours, donc l'application est totalement utilisable et fonctionnelle. J'aimerais régler ces quelques soucis pour que j'ai la possibilité de donner l'application aux gens que je vais rencontrer, bien évidemment s'ils ont envie d'avoir l'application. On n'a pas de temps à perdre, donc on s'y met. La technique pour identifier d'où vient un souci quand tu n'as aucune idée d'où il pourrait venir, ça s'appelle le scrapping. Le concept, c'est que tu vires tout ce que ton logiciel utilise, et dans mon cas actuellement une application. Tu lui laisses que le minimum pour qu'elle puisse se lancer. Puis tu regardes si tu as toujours le souci, probablement tu ne l'as plus parce qu'il n'y a quasiment plus rien dans ton logiciel. Et ensuite, tu rajoutes les éléments un par un et à un moment, tu vas te rendre compte que ajouter tel truc, c'est ça qui cause la majeure partie des soucis. Et après, soit tu vires ce qui cause le souci, ou soit si tu dois l'utiliser, tu trouves une façon de le faire fonctionner sans qu'il cause de soucis. C'est ce que je suis en train de faire pour l'application, donc on voit qu'il n'y a aucune animation, que tout est blanc et on voit juste les petites icônes des différents onglets en haut du téléphone. Ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu à régler, donc je finis tard, mais j'ai réglé le souci de temps de chargement de l'application, donc maintenant elle se lance beaucoup plus vite comme tu peux voir. Et comme tu as pu le voir dans le plan, le souci des animations dans les recommandations qui ne se chargeaient pas toujours quand l'application se lançait était toujours présent, mais je les ai réglés, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à régler comme souci. C'est cool parce que comme ça on est prêt pour demain. On est le lendemain, je ne vais pas devoir tarder à y aller. Et avant ça, je testais l'application sur un autre téléphone que le mien pour que je sois sûr que si je donne l'application aux gens que je rencontre, qu'elle fonctionnera comme sur mon téléphone sans souci. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu crées une animation et que tu l'enregistres sous la forme d'un brouillon, ou alors que la sauvegarde automatique se déclenche, sur mon téléphone, ça fonctionnait sans aucun souci, et que sur un autre téléphone, ça faisait cracher l'application. Donc elle arrêtait totalement de fonctionner et qu'elle se fermait. C'est dommage parce que donc je vais pas avoir la possibilité de leur passer l'application parce que j'ai pas le temps de régler le souci, et s'il y a eu ce type de souci, il y en a peut-être d'autres qui apparaîtront sur d'autres appareils, donc j'ai pas envie de leur donner l'application si quand ils l'utilisent, potentiellement ça peut leur cracher à la gueule. C'est ennuyant, mais au final c'est pas si grave que ça, donc on y va. Je reviens de mon rendez-vous de Montreuil et comme toutes les choses dans la vie, il ne s'est pas passé comme prévu. En fait, en leur montrant l'application, ils trouvaient ça carrément utile et ils l'utiliseraient, ils le proposeraient à leur animateur dans leur centre en disant il y a ça, ça peut être pratique, on vous conseille de l'utiliser si vous en tirez de la valeur. Donc ça c'est génial parce que ça veut dire que le premier outil un peu grande échelle que j'ai créé, je me suis pas gouré et il répond vraiment à un besoin, il apporte vraiment de la valeur aux utilisateurs, mais étant donné que le comité d'entreprise c'est une hiérarchie assez hiérarchique et que l'une des valeurs du comité c'est d'essayer de toujours fournir de la diversité et de jamais essayer de fournir quelque chose de formatisé, ce qui est un peu ce que fait l'application que j'ai développée, les gens qui prendraient les décisions ne pourraient pas vraiment s'aligner derrière l'application en mettant le nom CCS derrière. C'est ça qui s'est pas passé comme prévu. Évidemment, face à ça, beaucoup de gens pourraient jeter l'éponge et se dire bon, cette approche n'a pas marché, j'abandonne le projet. Sauf qu'évidemment, ne pas finir un projet qui est vraiment utile, c'est une grosse erreur. D'autres gens pourraient se dire je vais aller rencontrer d'autres centres de vacances pour leur proposer l'outil. En plus, vu que les personnes que j'ai rencontrées à la CCS m'ont dit que des autres centres de vacances seraient intéressés, vu qu'ils ont beaucoup moins la valeur de fournir quelque chose de différent à chaque centre, mais qui sont plus dans la formatisation, entre guillemets. Sauf que ça veut dire qu'il faudrait rentrer en contact avec d'autres centres, créer des contacts, prendre des rendez-vous, et tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Et la troisième façon de voir les choses, et la façon que j'ai, c'est que étant donné que je n'ai pas du tout développé cette application dans le but de gagner des sous, je l'ai créé dans le but de créer un capital social, un capital de sérieux pour ma société. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que je sais que si je mets à disposition cette application, des gens dans le comité d'entreprise d'EDF vont l'utiliser et dans plein d'autres centres vont l'utiliser parce que les centres de vacances, c'est des réseaux qui interagissent ensemble. Donc après, je peux dire les outils d'Inov sont utilisés dans le comité d'entreprise d'EDF, au Club Med, Pierre et Vacances, etc.
Vu que c'est pour ça que j'avais créé l'application et que la première version est quasiment finie, il me reste juste des soucis à régler, je vais mettre à disposition gratuitement l'outil parce qu'en fait, c'est ça qui me permet d'accomplir au mieux les objectifs que j'ai avec cet outil, qui ne sont donc pas le fait de gagner de l'argent. Et de plus, étant donné que la personne que j'ai rencontrée a de super idées, elle pense que la mutualisation de savoir comme ce que fait l'application, en fait ça s'applique à plein de domaines. Et donc qui sait, peut-être que grâce à cette application que j'ai publiée, il y aura des déclinaisons de cette même application et qui, elles, pourront peut-être rapporter des sous. Et donc, même si là je vais mettre à disposition quelque chose gratuitement, en fait, quand on pense long terme, à la fois au niveau du capital social que je crée pour ma société, potentiellement des futures opportunités que je lui offre, en fait, tu gagnes peut-être beaucoup plus que si juste essayer de facturer quelque chose. Bien sûr, il y a l'aspect relationnel avec les gens qu'on rencontre. Comme je te l'ai dit, je trouve que j'ai un peu trop poussé l'application au début de notre rendez-vous. Cependant, vu qu'après on a parlé d'autres choses qui sont dans le domaine d'expertise d'Inoft, qui est ma société de solutions informatiques et d'intelligence artificielle, on est peut-être en train de trouver des façons dont on va pouvoir travailler ensemble sur d'autres projets. Au final, pour résumer l'état d'esprit que j'ai eu dans ce rendez-vous, c'est ok, ça s'est pas passé exactement comme j'aurais espéré que ça se passe, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est peut-être même beaucoup plus positif pour moi et pour Inoft parce que ça m'aide à réfléchir d'une façon totalement différente qui, sur le long terme, peut m'apporter beaucoup plus que juste facturer quelque chose sur le court terme. Parce qu'au final, sauf si tu es aux portes de la faillite, le court terme, tu t'en fous un petit peu. Bref, rendez-vous super. On est le lendemain et hier soir j'ai participé à une soirée qu'organise mon père toutes les 3 semaines, tous les mois, intitulée les soirées Le Fil, où le principe c'est que les gens viennent et peuvent proposer quelque chose aux autres. Et hier soir ce que j'ai proposé c'était de demander aux gens qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour vous. Les réponses sont super intéressantes et extrêmement variées. J'en ai fait une petite vidéo qui est disponible à la fois sur ma chaîne YouTube et sur mon profil LinkedIn, dont tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo. Et donc si tu es sur un ordinateur, tu peux y accéder en cliquant en haut à droite. Et cependant, si tu es sur un téléphone, tu peux ouvrir le descriptif de la vidéo et tu trouveras le lien ici. Avant que je te laisse, il fallait que je te dise que j'ai vu mon docteur hier et qui m'a dit que si tu ne t'abonnais pas à ma chaîne YouTube et que tu n'allais pas m'ajouter en relation LinkedIn, le lien de mon profil est dans le descriptif de cette vidéo, que j'allais mourir. Donc bon, c'est à toi de voir. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te laisse sur quelques plans de la vidéo que je te recommande fortement d'aller voir. Si une machine peut être intelligente, en quoi une machine serait plus artificielle qu'un être humain? La définition de l'intelligence artificielle, parce qu'elle est toujours, je crois, issue du cerveau humain, pour l'instant, pourquoi elle est plus artificielle que l'intelligence humaine? En fait c'est le mot, c'est pas intelligent, c'est artificiel. Qui me questionne. Ces machines qu'on construit, en fait, on croyait qu'elles étaient différentes de nous. Une machine qui serait douée d'émotions. En théorie, bien entendu, et en pratique aussi d'ailleurs, elle n'a pas de sentiment. Et après, peut-être la nuance entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, ce serait... Une grosse connerie.